Quelles astuces ont trouvé les traditionalistes pour cacher leur science aux ethnologues occidentaux? Comment devient-on un connaisseur? On découvre les grandes étapes de l'initiation en Afrique traditionnelle. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. On continue le Black History Month accompagné du grand Amadou Hampâté-Bâ. Comme dans le premier épisode, on définit d'abord quelques notions. Les Orons désignent les nobles en pays peu, les Bambara. Les Nyamakala sont la caste des artisans. Et enfin, les Woloso désignent les captifs de case, pas des esclaves comme certains occidentaux ont pu le dire, mais je cite Hampâté-Bâ, des serviteurs ou des familles de serviteurs attachés depuis des générations à une même famille. La tradition leur reconnaissait une liberté totale de gestes ou de paroles, ainsi que de grands droits matériels sur les biens de leur maître. On découvre à la fin de la vidéo le commentaire de la semaine. Installe-toi confortablement, on commence la lecture. L'enseignement traditionnel, surtout quand il s'agit de connaissances liées à une initiation, est lié à l'expérience et intégré à la vie. C'est pourquoi le chercheur, européen ou africain, désireux d'approcher les faits religieux africains, se condamnera à rester à la lisière du sujet s'il n'accepte pas de vivre l'initiation correspondante et d'en accepter les règles, ce qui présuppose au minimum la connaissance de la langue. Il est en effet des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui s'expérimentent et qui se vivent. Je me souviens qu'en 1928, alors que je me trouvais en service à Tougan, un jeune ethnologue arriva dans le pays pour faire une enquête sur le poulet sacrificiel à l'occasion de la circoncision. Le commandant français l'adressa au chef de canton indigène en demandant à ce dernier de tout faire pour que l'ethnologue obtienne satisfaction et en insistant pour qu'on lui dise tout. À son tour, le chef de canton réunit les notables. Il leur exposa les faits en leur répétant les paroles du commandant. Le doyen de l'assemblée, qui était le maître du couteau de l'endroit, donc responsable des cérémonies de la circoncision et de l'initiation correspondante, demanda « Il veut qu'on lui dise tout ?» ?»« Oui, » répondit le chef du canton. « Mais est-il venu pour se faire circoncire ?»« Non, il est venu pour s'informer. » Le doyen détourna son visage du chef. « Comment lui dire tout, fit-il, s'il ne veut pas se faire circoncire ? Tu sais bien, chef, que ce n'est pas possible. Il faut qu'il vive la vie des circoncis pour que nous puissions lui enseigner toutes les leçons. » « Puisque nous sommes obligés de donner satisfaction à la force, répliqua le chef de canton, c'est à vous de trouver comment nous sortir de cet embarras. »« Très bien, fit le vieillard. Nous les conduirons sans qu'il y paraisse, grâce à la formule de mise dans la paille. » Ce procédé de mise dans la paille, consistant à fournir à quelqu'un une affabulation improvisée lorsqu'on ne peut pas lui dire la vérité, fut en effet inventé à partir du moment où l'autorité coloniale envoya ses agents et ses représentants pour faire des recherches ethnologiques sans accepter de vivre les conditions requises. Bien des ethnologues en furent plus tard les victimes inconscientes. Sans aller jusque-là, combien d'entre eux s'imaginèrent avoir tout compris d'une chose, alors que ne l'ayant pas vécue, ils ne pouvaient la connaître vraiment. En dehors de l'enseignement ésotérique dispensé au sein des grandes écoles initiatiques, telles le Komo ou celles citées plus haut, l'enseignement traditionnel commence, en fait, dans chaque famille où le père, la mère ou les aînés sont à la fois maîtres et éducateurs et constituent la première cellule de traditionalistes. Ce sont eux qui dispensent les premières leçons de la vie, non seulement par l'expérience mais par le truchement des contes, fables, légendes, maximes, adages, etc. Les proverbes sont les missives léguées par les ancêtres à la postérité. Il y en a à l'infini. Certains jeux d'enfants ont été élaborés par les initiés en vue de véhiculer, à travers les âges, certaines connaissances ésotériques chiffrées. Citons par exemple le jeu du Banangolo au Mali, fondé sur un système numéral en rapport avec les 266 Sikiba, ou signes, correspondant aux attributs de Dieu.
En outre, l'enseignement n'est pas systématique, mais lié aux circonstances de la vie. Cette manière de procéder peut sembler chaotique, mais elle est en fait pratique et très vivante. La leçon donnée à l'occasion d'un événement ou d'une expérience se grave profondément dans la mémoire de l'enfant. Au cours d'une promenade en brousse, la rencontre d'une fourmilière donnera au vieux maître l'occasion de dispenser des connaissances variées en fonction de la nature de son auditoire. Ou bien il parlera de l'animal lui-même, ou bien il donnera une leçon de morale aux enfants en leur montrant comment la vie de la collectivité repose sur la solidarité et l'oubli de soi, ou bien encore il débouchera sur des connaissances plus élevées s'il sent que son auditoire peut y accéder. Ainsi, chaque incident de la vie, chaque petit événement peut toujours donner l'occasion de multiples développements, de raconter un mythe, un conte, une légende. Chaque phénomène rencontré peut permettre de remonter jusqu'aux forces dont il est issu et d'évoquer les mystères de l'unité de la vie, tout entière animée par la C, force sacrée primordiale, elle-même aspect du Dieu créateur. En Afrique, tout est histoire. La grande histoire de la vie comprend l'histoire des terres et des eaux, la géographie, l'histoire des végétaux, la botanique et la pharmacopée, l'histoire des fils du sein de la terre, la minéralogie, les métaux, l'histoire des astres, astronomie, astrologie, l'histoire des eaux, etc. Dans la tradition de la savane, et particulièrement dans les traditions Bambara et Peul, l'ensemble des manifestations de la vie sur Terre est divisé en 3 catégories, classes d'êtres, elles-mêmes subdivisées en 3 groupes. Au bas de l'échelle, les êtres inanimés, dits muets, dont le langage est considéré comme occulte, étant incompréhensible ou inaudible pour le commun des mortels. Cette classe d'êtres contient tout ce qui repose à la surface de la Terre, sable, eau, etc., où résident dans son sein minéraux, métaux, etc. Parmi les inanimés muets, on trouve les inanimés solides, liquides et gazeux, littéralement fumants. Au degré médian, les animés immobiles, êtres vivants mais qui ne se déplacent pas. C'est la classe des végétaux qui peuvent s'étendre ou se déplacer dans l'espace mais dont le pied ne peut se mouvoir. Parmi les animés immobiles, on trouve les végétaux rampants, grimpants et verticaux, ces derniers constituant la classe supérieure. Enfin, les animaux mobiles comprennent tous les animaux jusqu'à l'homme. Les animés mobiles comprennent les animaux terriens, parmi lesquels les animaux sans os et avec os, les animaux aquatiques et les animaux volants. Toute chose existante peut donc être rattachée à l'une de ces catégories. Parmi toutes les histoires, la plus grande et la plus signifiante est celle de l'homme lui-même, symbiose de toutes les histoires, puisque selon le mythe, il a été composé d'une parcelle de tout ce qui a existé avant lui. Tous les règnes de la vie se retrouvent en lui, minéral, végétal et animal, conjoints à des forces multiples et à des facultés supérieures. Les enseignements le concernant prendront appui sur les mythes de la cosmogonie, déterminant sa place et son rôle dans l'univers, et révéleront quelle doit être sa relation avec le monde des vivants et des morts. On expliquera le symbolisme de son corps comme la complexité de son psychisme. Les personnes de la personne sont nombreuses dans la personne, disent les traditions Bambara et Peul. On enseignera quel doit être son comportement vis-à-vis de la nature, comment respecter son équilibre, ne point perturber les forces qui l'animent et dont elle n'est que l'apparence visible. L'initiation lui fera découvrir sa relation avec le monde des forces et le mènera peu à peu vers la maîtrise de soi, la finalité restant de devenir, tel Maha, un homme complet, interlocuteur de Mahangala et gardien du monde vivant. Comme nous l'avons déjà indiqué, tout le monde en Afrique du Bas-Four pouvait devenir traditionnaliste d'Oma, c'est-à-dire connaisseur en une ou plusieurs matières traditionnelles. La connaissance était à la discrétion de tous, l'initiation étant présente partout sous une forme ou sous une autre, et son acquisition dépendait seulement des aptitudes de chacun. La connaissance était si valorisée qu'elle primait tout et conférait la noblesse. Ainsi, le connaisseur, en quelque matière que ce soit, pouvait siéger au conseil des anciens chargés de l'administration de la communauté, quelle que soit sa catégorie sociale, Oron, noble, Nyamakala ou Bolozo, captif de case. La connaissance ne connaît ni la race ni la porte paternelle, le clan. Elle anoblit son homme, dit le proverbe. L'éducation africaine n'était pas systématiquement à la manière de la scolarité européenne. Elle se dispensait tout au long de la vie. C'est la vie même qui était l'éducation. Jusqu'à 42 ans dans le Bas-Four, l'homme était censé être à l'école de la vie et n'avait pas droit à la parole dans les assemblées, sinon exceptionnellement. Il était censé être encore à l'écoute et approfondir les connaissances qu'il avait reçues à partir de son initiation à 21 ans. À partir de 42 ans, il était censé avoir assimilé et approfondi les enseignements reçus depuis sa jeunesse, acquérant le droit à la parole dans les assemblées et devenait à son tour un instructeur afin de rendre à la société ce qu'il en avait reçu.
Mais cela ne l'empêchait pas, si tel était son désir, de continuer à s'instruire auprès de ses aînés et de solliciter leurs conseils. Un vieux trouvait toujours un plus vieux ou plus savant que lui pour lui demander un complément d'information ou un avis. Chaque jour, dit-on, l'oreille entend ce qu'elle n'avait pas encore entendu. L'éducation pouvait ainsi durer toute la vie. Après avoir appris son métier et suivi l'initiation correspondante, le jeune Nyamakala artisan, prêt à voler de ses propres ailes, partait le plus souvent de village en village pour augmenter ses connaissances auprès de nouveaux maîtres. Celui qui n'a pas voyagé n'a rien vu, disent les gens. Aussi allait-il d'atelier en atelier faire un tour du pays aussi large que possible. Ceux de la montagne descendaient dans la plaine, ceux de la plaine allaient dans la montagne, ceux du Bélédougou venaient au Mandé, etc. Afin de se faire reconnaître, le jeune forgeron en voyage portait toujours son soufflet en bandoulière, le bûcheron sa hache ou son herminette, le tisserand portait dans son dos son métier démonté, mais arborait sur l'épaule sa navette ou sa poulie, le cordonnier tenait ses petits pots de couleur. Lorsque le jeune homme arrivait dans un gros village où les corporations étaient groupées par quartier, on l'aiguillait automatiquement vers le quartier des cordonniers ou des tisserands, etc. Au cours de ses voyages et de ses recherches, l'acquisition d'une somme de connaissances plus ou moins grande dépendait de sa dextérité, de la qualité de sa mémoire et surtout de son caractère. S'il était poli, avenant et serviable, les vieux lui donnaient des secrets qu'il ne livrait pas aux autres car il est dit « Le secret des vieux ne se paie pas avec l'argent mais avec de bonnes manières ». Le jeune Oron, lui, passe son enfance dans la cour de son père et dans le village, où il assiste à toutes les réunions, entend les récits de chacun et retient tout ce qu'il peut. Dans les séances du soir de son association d'âge, chaque enfant rapporte les contes qu'il a entendus, soit historiques, soit initiatiques, mais dans ce dernier cas sans en comprendre toute la portée. À partir de 7 ans, il fait automatiquement partie de la société d'initiation de son village et commence à en recevoir les enseignements dont nous avons dit plus haut qu'ils concernent tous les aspects de la vie. Quand un vieux rapporte un conte initiatique dans une assemblée, il en développe le symbolisme selon la nature et la compréhension de son auditoire. Il peut en faire un simple conte merveilleux pour enfants, comportant un sens moral éducatif, ou une profonde leçon sur les mystères de la nature humaine et de ses rapports avec les mondes invisibles. Chacun retient ou comprend selon ses aptitudes. Il en va de même pour les récits historiques qui animent les réunions, où l'on évoque dans les moindres détails les faits et gestes des anciens ou des héros du pays. L'étranger de passage fera entendre les récits des pays lointains. Ainsi, l'enfant baigne-t-il dans une ambiance culturelle particulière dont il s'imprègne en fonction des qualités de sa mémoire. Histoire, contes, fables, proverbes et maximes jalonnent ses journées. En général, le jeune Oron ne s'expatrie pas, étant destiné à la défense du pays. Il participe aux travaux de son père, qui peut être agriculteur ou tailleur, ou exercer toute autre activité réservée à la classe des Orons. S'il est peul, il suit le campement de ses parents, apprend de très bonne heure à garder seul les troupeaux en pleine brousse, de nuit comme de jour, et reçoit l'initiation peul liée au symbolisme des bovides. D'une manière générale, on ne devient pas traditionnaliste d'Oma en restant dans son village. Un guérisseur voulant approfondir ses connaissances devra voyager pour connaître les différentes sortes de plantes et s'instruire auprès d'autres connaisseurs en la matière. L'homme qui voyage découvre et vit d'autres initiations, enregistre les différences ou les ressemblances, élargit le champ de sa compréhension. Partout où il passe, il participe aux réunions, entend des récits historiques, s'attarde auprès d'un transmetteur qualifié en initiation et en généalogie, et prend ainsi contact avec l'histoire et les traditions des pays qu'il traverse. On peut dire que celui qui est devenu traditionnaliste d'Oma a été, toute sa vie, un chercheur et un questionneur, et qu'il ne cesse jamais de l'être. L'Africain de la savane voyageait beaucoup. Il en résultait un échange et une circulation des connaissances. C'est pourquoi la mémoire historique collective en Afrique est rarement limitée à un seul territoire. Elle est plutôt liée aux lignées et aux ethnies qui ont émigré à travers le continent. De nombreuses caravanes sillonnent le pays, empruntant un réseau de routes spéciales protégées traditionnellement par les dieux et les rois, routes où l'on était sûr de n'être ni rasié ni attaqué. Sinon, c'eût été s'exposer soit à une attaque, soit à violer sans le vouloir quelque interdit local et à en payer chèrement les conséquences. En arrivant dans un pays inconnu, les voyageurs allaient confier leur tête à un notable qui devenait ainsi leur garant, car toucher à l'étranger de quelqu'un, c'est toucher à l'autre lui-même. Le grand généalogiste, lui, est toujours nécessairement un grand voyageur. Si un griot peut se contenter de connaître la généalogie de la famille à laquelle il est attaché, le vrai généalogiste, qu'il soit griot ou non, devra nécessairement, pour agrandir ses connaissances, circuler à travers le pays pour s'informer sur les principales ramifications d'une ethnie donnée, puis se rendre à l'étranger pour se renseigner sur l'histoire des branches émigrées.
C'est ainsi que Molom Gaolo, le plus grand généalogiste Peul qu'il m'ait été donné de connaître, possédait la généalogie de tous les Peuls du Sénégal. Son grand âge ne lui permettant plus de se déplacer, il envoya son fils Mamadou Molom continuer son enquête auprès des familles Peul émigrées à travers le Soudan, Mali. À l'époque où j'ai connu Molom Gaalo, il aurait pu réunir et retenir l'histoire passée d'environ 40 générations. Il avait pour coutume d'assister à tous les baptêmes ou funérailles dans les familles importantes afin d'enregistrer les circonstances des naissances et des décès qu'il ajoutait aux listes déposées dans sa mémoire fabuleuse. Aussi pouvait-il déclamer à n'importe quel personnage Peul « Tu es le fils d'un tel, né d'un tel, descendant d'un tel, rejeton d'un tel, etc., mort à tel endroit, pour telle raison, enterré à tel endroit, etc. » Ou bien « Un tel a été baptisé tel jour, à telle heure, par tel marabout. » Bien entendu, toutes ces connaissances étaient, et sont encore, transmises oralement et enregistrées par la seule mémoire du généalogiste. On ne peut se faire une idée de ce que la mémoire d'un illettré peut emmagasiner. Un récit entendu une seule fois est gravé comme dans une matrice et ressurgira du premier au dernier mot quand la mémoire le sollicitera. J'espère que cette lecture t'a plu. Merci à Moana Waswahili d'avoir expliqué que la vision de la sorcellerie en Afrique est bien différente de celle en Occident, puisque ce sont plutôt les hommes qui sont perçus comme les méchants sorciers. La semaine prochaine, on découvre un dernier extrait de la tradition vivante d'Ampateba qui nous parlera des griots. Si c'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, partage à tes proches et je t'attends en commentaire pour me dire ce que t'inspire la vision de la connaissance dans la tradition noire.